Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comme on l'a vu hier, nous allons faire les prières d'introduction. Donc, on va tourner notre esprit vers le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Donc, si vous connaissez ces prières, eh bien, je vous invite à suivre et à les faire avec moi. Si vous ne les connaissez pas, il n'y a pas de souci. Juste, vous vous mettez dans un état de présence, de totale ouverture, et vous attendez. Normalement, ces prières sont censées nous porter, et ça y est, je commence à perdre mes mots, dès le début, là. Et voilà, donc nous apporter une certaine calme, une certaine détente. Donc, pour refaire un petit point sur ce qui a été dit hier très succinctement et très rapidement, en fait, on a un petit peu donc parlé de la peur. On a pris la définition qui est dans le larousse.fr pour voir un petit peu ce que c'était que la peur, et on nous dit donc que c'est un sentiment de danger face à une situation ou quelque chose qui se présente face à nous. Et il y avait, comment dire, le mot émotion qui était cité, un sentiment, une émotion, et qui peut être un danger réel ou supposé. Donc ça, c'était un peu pour partir sur une base commune, d'une définition commune de la peur. Et de là, on est un petit peu parti à explorer comment fonctionne un peu la peur en nous, qu'il y a certaines peurs que j'ai dites, entre guillemets, toujours maniées avec précaution, tous ces concepts comme ça, mais qui sont des peurs, on pourrait dire, salvatrices, hein, cet instinct de survie qui va nous empêcher de faire des choses un petit peu très dangereuses. Voilà. Et à l'inverse, il y a d'autres peurs qu'on pourrait dire qui sont handicapantes, puisqu'on pourrait dire on est comme pris par la peur et en fait on est comme tétanisé ou on va peut-être fuir. Alors, des fois, il peut être bon de fuir la situation s'il y a vraiment un danger, voilà. Mais des fois, peut-être que c'est pas le bon moment d'aller se cacher, comme on dit chez moi, dans un trou de souris. Peut-être, voilà, il faut, entre guillemets, affronter. Et j'ai pris l'exemple hier de la peur de, par exemple, faire comme je suis en train de faire maintenant, de m'exprimer en public. Et des fois, ça peut être incapacitant, on peut perdre ses mots, on devient tout rouge, on bégaye, que sais-je.
Et donc, quand on nous passe la parole et que c'est à nous de s'exprimer, à ce moment-là, on a peut-être envie de fuir dans ce fameux trou de souris, mais on ne peut pas. Voilà, donc on peut voir que ça peut être incapacitant, voire totalement incapacitant. On est comme tétanisé et on ne sait plus, on est bloqué. Voilà, donc on a essayé de faire un petit peu le point entre les peurs qui pourraient être entre guillemets des bonnes peurs, qui vont nous faire prendre attention, genre à pas rouler comme un fou sur une petite route, par exemple pour ceux qui connaissent avec joie la Dordogne, hein, ces petites routes de campagne quand on sort des grandes départementales et qu'on arrive sur des toutes petites routes où on a du mal à se croiser, qui n'arrêtent pas de monter et descendre au milieu des bois avec des virages dans tous les sens et forcément on n'a pas envie de rouler à 90 dessus. Ça, justement, c'est l'instinct de conservation qui va nous dire, je vais peut-être ralentir quelque peu parce qu'il se peut que je croise des biches, des sangliers, voire des autochtones qui, eux, connaissent la route par cœur. Et eux, en général, l'instinct de survie ne doivent pas l'avoir comme nous parce qu'en général, notre voiture a fait un bond comme ça pour les éviter. Donc, voilà, et ça peut être un petit peu sain, justement, de cultiver. On n'a pas besoin de la cultiver, elle est là naturellement, pourrait-on dire, et justement de faire la différence entre l'instinct de survie qui peut être bon et nous sauver la vie, justement, et les peurs, entre guillemets, incapacitantes qui peuvent, on va parler franchement, nous pourrir la vie, justement, selon qui on est, etc. On a essayé aussi, pas de dresser une liste exhaustive, parce que je crois qu'on pourrait commencer ce soir maintenant et finir demain soir à la même heure. Je ne suis pas sûr qu'on ait vu toutes les peurs en 24 heures, tellement elles sont nombreuses, mais on a essayé d'en dresser quelques-unes. Et justement, la méditation de ce soir, donc hop, vous avez vu là l'introduction qui amène à la méditation de ce soir, avait un petit peu en support avec une des peurs fondamentales qui normalement nous anime tous. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, oui, je le sais, la peur de mourir. Et on le sait, si on ne veut pas mourir, il ne fallait pas naître. Donc maintenant, c'est trop tard, on est né. Et comme disait Gengyun Rinpoche et Chogyam Trungpa avec beaucoup d'humour, la naissance est un acte mortel. Donc on sait que c'est inéluctable, tôt ou tard, on va y passer. Donc ça va un peu casser l'ambiance, mais voilà, comme je l'ai dit un petit peu hier, et on en parlera beaucoup plus demain, un petit peu sur les solutions de comment travailler avec ces peurs, comment s'approprier ces peurs, et d'un point de vue bouddhiste, parce que bien sûr, il y a des approches je sais pas trop quoi, là, psychothérapeutiques, psychiatriques, etc. Je ne suis pas très à l'aise avec les mots qui commencent par psy, à chaque fois je les mélange, donc excusez-moi. Et je veux blesser personne, mais voilà, je sais qu'il y a des thérapeutes, voilà, ça c'est un bon mot. Donc il y a des thérapeutes qui peuvent nous aider à vaincre nos peurs, et il y a une approche qui est celle du Dharma, où on va se servir de nos peurs pour quelque part s'éveiller, s'affranchir et avancer vers l'éveil. Donc ça sera, je pense, plutôt demain que nous en parlerons. Et donc ce soir, la méditation telle qu'on va la faire, ça va être une méditation où on va petit à petit s'approcher, toucher un petit peu du doigt cette peur fondamentale qui est liée donc à notre future disparition, donc à notre future mort. Et ça va aussi toucher quelque part une peur qui est liée à cette peur de mourir, qui est entre guillemets plus subtile, moins visible, parce que la peur de la mort, on l'a tous, et bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans d'études ou d'introspection pour s'en douter. Mais celle-ci, elle est peut-être un peu plus subtile, un petit peu cachée justement par le gros iceberg, la partie immergée de l'iceberg qui est « je ne veux pas mourir, j'ai peur de la mort ». Et il y a celle un petit peu comme en dessous, on pourrait dire, hein, en dessous l'iceberg, la face non visible de l'iceberg. Et je veux parler en fait de la peur de non-existence, comme si on avait peur de ne pas être, de ne pas exister. Je n'en dirai pas plus pour ce soir. Nous verrons un petit peu demain, nous explorerons un peu ce que ça fait, entre guillemets, partie un petit peu des solutions. Donc, on va essayer, avec douceur et délicatesse, justement, je vais essayer de vous emmener à effleurer ça du doigt, à voir un petit peu qu'est-ce qui va s'élever. Et voilà, ça va être un petit peu ça, la méditation maintenant. Je mets mon heure à côté pour ne pas déborder. Donc, si vous le souhaitez, on va prendre une posture.
un petit peu comme de méditation. Donc, pour ceux qui sont en salle, ben, tout le monde là. Pour chez vous, ben, essayez selon le siège sur lequel vous êtes assis, pardon, ça y est, je zozote et je bégaye. Donc, ben, essayez d'avoir ne serait-ce que le dos droit, d'être assez confortable. Donc, on prend un petit temps comme ça pour se sentir à l'aise dans cette posture. Et comment dire ça? Maintenant, on va penser, on pourrait dire, à des objets inanimés auxquels nous sommes, on pourrait dire, liés, qui sont peut-être un peu neutres. On en a besoin, mais ils sont interchangeables et s'ils viennent à disparaître, ce n'est pas un problème, on en trouvera d'autres. Donc, ce sont que des exemples. Vous trouverez en vous les objets qui vous parlent, qui rentrent dans cette catégorie des objets neutres. Donc, je pense par exemple à des choses que j'ai à côté de moi. Donc, je montre à l'écran pour ceux qui ne voient pas. J'ai un petit thermos avec de l'eau. Bon, voilà. J'ai par exemple une tasse. C'est totalement neutre. Elle me sert. Si ce n'est pas celle-là, ça sera une autre. Du moment qu'il y ait l'eau dedans et que je puisse boire, ça me va très bien. Ça peut être des couverts, des chaises, des tables. Voilà. Donc, on va penser à des objets comme ça qu'on se sert, dont on a besoin, mais dont on n'est pas intimement lié, dont on n'est pas attaché. Et on va justement penser eh bien, que ces objets vont comme disparaître, on va comme les perdre, les lâcher, les abandonner. Et l'exercice, donc vous pensez à certains objets, et vous voyez qu'est-ce qui peut s'élever en vous, en relation aussi avec le corps, comment ça va se passer dans votre corps, en imaginant que vous ne les avez plus, ils ont disparu, le temps est écoulé pour eux, on ne les voit plus, on ne les possède plus. Donc, nous allons continuer dans l'exploration. On va continuer toujours avec des objets inanimés. On va corser quelque peu et on va prendre des objets auxquels nous sommes attachés. J'ai parlé tout à l'heure de la table. C'est peut-être une table qu'on a reçue en héritage. Une histoire de famille. Ça peut être un objet comme ça auquel on tient. Des bijoux. Pour certains, ça peut être aussi une tasse auquel on s'est attaché pour différentes façons. L'histoire de l'attachement n'importe peu. Peut-être un livre, une couette. Bon, je vous laisse, entre guillemets, imaginer, visualiser l'objet mentalement. Et à nouveau, vous pensez que son temps est écoulé, il disparaît. Vous ne l'avez plus. Soit vous l'avez donné, soit il est cassé, hors d'usage, soit il a disparu de sa belle disparition. L'histoire encore de sa disparition importe peu.
L'important, c'est le ressenti. Qu'est-ce qui s'élève quand notre tasse favorite, notre coussin favori, nos bijoux favoris ne sont plus? Donc, nous prenons un certain temps pour voir ce qui s'élève, on pourrait dire, dans notre conscience, dans notre esprit, et comment aussi ça peut voir ou pas à se manifester dans notre corps. Maintenant, nous allons continuer, entre guillemets, à corser l'exercice. Nous allons toujours penser à des objets inanimés, mais passez-moi l'expression, ceux à qui on est réellement attaché et qu'on y tient comme à la prunelle de nos yeux. Ça peut être, c'est à la mode en ce moment, notre smartphone. Ça peut être encore une fois un objet tout à fait anodin, une tasse, une couverture, un livre, que sais-je. Pour ceux qui ont bouddhisme, je la refais lentement en n'oubliant pas la moitié des mots dans ma bouche. Pour ceux qui sont bouddhistes, ça peut être une statue, des textes, une image, un objet, genre un mala, une cloche, un vajra, peut être béni et donné par un maître tel Genun Rinpoche, Karmapa, Jigme Rinpoche, Shama Rinpoche, et je vais m'arrêter là dans l'énoncé des grands maîtres, on ne va pas tous faire les grands maîtres de la lignée, mais en tout cas un objet qui vraiment, on y tient, il a une valeur plus que symbolique à nos yeux. Je vous laisse quelques secondes pour imaginer un objet tel que cela. Et à nouveau, comme dans les exemples précédents, eh bien, imaginons, c'est la fin. La fameuse tasse bénie par Genun Rinpoche, on vient de la laisser s'échapper de nos doigts. Elle s'éclate en morceaux sur le sol, c'est fini. La statue qu'on chérissait le plus pour nous autres bouddhistes, eh bien, elle n'est plus là. Peut-être on nous l'a volée, que sais-je, ce n'est pas important dans l'histoire. À nouveau, voyons qu'est-ce qui s'élève en nous, qu'est-ce qui s'élève dans notre conscience, dans notre mental, et comment notre corps réagit, ou pas. Peut-être le corps reste neutre, ou pas.
Maintenant, nous allons penser à des êtres animés, à des objets donc animés, mais encore une fois qui nous sont neutres, que l'on connaît. Ça peut être un voisin de quartier que l'on croise tous les jours en allant prendre le métro ou le bus. Ça peut être Madame la boulangère, notre commerçant que l'on voit de temps à autre, ou mis à part quelques civilités de bonne aloi, on n'échange pas plus. Juste des personnes que l'on voit, que l'on connaît, mais on pourrait dire, encore une fois, qui sont jugées neutres. Eh bien, à nouveau, imaginons ces personnes, on ne les voit plus. On ne sait pas pourquoi, et ce n'est pas important dans l'histoire. Voir qu'est-ce que ça nous fait. À nouveau, nous portons à notre conscience, à notre regard, pourrait-on dire, ce qui s'élève dans notre esprit. Et pareil, nous regardons les sensations corporelles qui y sont liées ou l'absence de sensations corporelles. À nouveau, nous allons évoquer, penser à des personnes que l'on connaît, qui ne font pas partie de notre intimité très proche, mais ce sont des gens qu'on apprécie. Ça peut être des collègues de travail, de la famille éloignée, des gens avec qui on a plaisir à être, mais il n'y a pas, entre guillemets, plus d'affinité. On est bien avec eux et pas plus. À nouveau, je vous laisse penser à quelques personnes. Il n'y a pas besoin de faire le tour, de lister les gens que j'aime et qui rentrent dans cet état neutre, hein, mais quand même plutôt amical. Juste une ou deux personnes, ça suffit. Et à nouveau, nous allons penser, elles ne sont plus là. Et encore une fois, l'important n'est pas tellement de savoir pourquoi elles ne sont plus là, elles ne sont plus là. On ne les verra plus. À nouveau, je vous invite à regarder, à conscientiser, à amener sous notre regard qu'est-ce qui s'élève, et encore une fois, de le voir en relation avec le ressenti corporel.
Comme vous en doutez un peu, nous allons quelque peu corser. Et maintenant, nous allons penser à l'exact inverse, à savoir des gens qu'on ne peut pas saquer. Et j'utilise à dessein le mot saquer. Vraiment, on ne peut pas les piffrer. On pourrait les qualifier, traditionnellement, on les qualifie d'ennemis. Des gens qui ont l'art de nous irriter, de nous mettre dans tous nos états, de nous faire élever la colère. On ne les aime pas, pour le dire simplement. Pour employer une boutade bouddhiste digne du Mahayana, on pourrait dire les gens grâce auxquels nous pouvons pratiquer la patience. Donc là, j'imagine que tout de suite, on a une ou deux têtes qui nous apparaissent à l'esprit. Ça peut être un chef de service particulièrement exigeant et fatigant, un collègue de travail, un tonton, la personne que vous souhaitez. À nouveau, vous pensez que justement, cette personne disparaît. C'est fini, on ne la verra plus. À nouveau, qu'est-ce qui s'élève? À nouveau, associons les ressentis corporels. Soyons aussi attentifs à ce qu'il se passe dans notre corps quand on imagine cela. À nouveau, nous allons compliquer ou corser l'exercice. Maintenant, nous allons penser à quelques personnes qui nous sont vraiment chères. Ça peut être notre conjoint, notre conjointe, pour les parents, nos enfants, pour les enfants, nos parents. Donc, vous voyez le genre d'individus auxquels je fais référence. Vraiment des individus qui nous sont chers, que l'on apprécie, que l'on aime, et pour employer un terme du bouddhisme, auquel on est attaché. À nouveau, nous allons penser que c'est leur tour, ils disparaissent, ils ne sont plus là, nous ne serons plus en relation avec eux. À nouveau, observons qu'est-ce qui s'élève dans notre esprit et dans notre corps.
Et maintenant, il n'en reste plus qu'un. Nous allons penser à nous-mêmes, à notre corps. Peut-être qu'on y est très attaché, peut-être qu'on l'aime beaucoup, qu'on le trouve parfait. À l'inverse, peut-être qu'on se dit qu'il devrait être comme ceci ou pas comme cela. Toujours est-il, voilà, c'est maintenant, c'est l'heure. On va quitter ce corps. On aura beau faire pour les bouddhistes toutes les prières de longue vie que l'on connaît, tous les rituels pour prolonger la vie, c'est maintenant. Pour même qu'on soit bouddhiste ou non, on aura pris tous les médicaments, toutes les formules qui peuvent exister, c'est maintenant, c'est l'heure du grand départ. On a beau essayer d'acheter ou de marchander avec la grande faucheuse, elle est imperturbable, le sablier est écoulé, c'est maintenant, c'est nous. On n'aura pas 5 minutes de plus, c'est là tout de suite. À nouveau, qu'est-ce qui s'élève dans l'esprit, dans la conscience, et qu'est-ce qui s'élève dans notre corps? Comment le corps réagit à cette idée de notre propre mort? Et pour continuer avec l'idée de notre propre mort, imaginons notre corps tel un cadavre, froid, sous son aspect actuel, mais froid, avec la petite rigidité cadavérique. Et nous allons penser, visualiser, imaginer que ce cadavre commence à se décomposer. On pourrait dire comme s'il y avait un petit vent et que ce vent va tout doucement venir grignoter, enlever par couches, comme des couches de peau. Donc on commence par les gros orteils, les 2 pieds bien sûr,
Et imaginons, visualisons petit à petit, la peau se détache, elle tombe, elle s'en va. Les muscles sont à nu dessous. Et ça s'agrandit. Ça commence à englober tous les orteils des 2 pieds. Et ça continue. Ça prend tout le pied. Et on peut penser que la masse musculaire qui entoure nos os, elle aussi, commence à tomber en poussière. Toujours en partant des pieds. Et on remonte. Maintenant, ça attaque, on pourrait dire, les chevilles. D'abord la peau, puis les muscles, et ça continue de progresser, toujours en commençant par la peau, puis les muscles, et nous montons comme ça là, jusqu'aux genoux. Donc nous pouvons clairement voir notre squelette, nos os, sans aucun lambeau de chair, jusqu'aux genoux, aux mi-jambes. Et le phénomène continue, il progresse. Nous perdons maintenant la peau de nos cuisses, environ jusqu'à nos hanches. Et une fois que cette peau est partie, la chair, la graisse et la masse musculaire, elle aussi, se met à fondre et à tomber comme en poussière. Mettons l'os ou les os à nu. Et le phénomène continue de progresser. Il s'attaque maintenant à notre bassin, en passant bien sûr par les postérieurs, et il arrive à peu près au niveau du nombril. Donc, comme précédemment, d'abord la peau qui tombe, qui s'effiloche, puis à nouveau la masse musculaire, les tendons, la masse graisseuse, ou pas, selon votre constitution, mettant à nouveau à nu le squelette. Donc, on peut visualiser aisément, en partant des pieds, tous les petits os qui composent le corps humain jusqu'au niveau de notre nombril.
Et le phénomène continue. Cela remonte en suivant le diaphragme, la poitrine, et on pourrait dire ça diminue ou ça s'arrête ou ça ralentit au niveau de la gorge. Donc on voit la peau à nouveau qui se dissout, la masse musculaire, les tendons et autres qui se dissouent, laissant apparaître nos côtes saillants. Et bien sûr, maintenant, on peut aussi parler de nos organes internes, les différents intestins, foie, rate, rein, estomac, poumons, cœur, eux aussi partent en lambeaux, en poussière. Et on pourrait dire ne font plus qu'un avec la terre qui est en dessous, laissant apparaître à nouveau notre squelette. Et le phénomène continue à progresser. Il arrive aux épaules, à la gorge, à la tête, et il commence à descendre le long des deux bras, s'arrêtant au coude. Donc on peut voir notre peau, nos cheveux, pour les barbus, la barbe s'en aller, tomber en poussière, la peau partir, les muscles du visage, du cou, des bras, tomber, partir en poussière, se fondre dans la terre et ne laisser apparaître que le squelette. Et le phénomène arrive à nos deux mains, la tête est entièrement nettoyée, les bras aussi, et le phénomène commence à attaquer nos mains. Ça descend sur nos doigts, la peau tombe, les muscles, les tendons, les nerfs tombent à leur tour. Sauf à une petite parcelle d'un de nos deux index, je vous laisse le choix de la main droite ou main gauche, et on va penser qu'il va rester juste une parcelle intacte au niveau de l'ongle, donc soit de l'index gauche, soit de l'index droite, à votre convenance. Mais on va penser justement que tout le reste de notre corps, donc soit la main droite, soit la main gauche, est totalement à nu. On peut voir l'ensemble de notre corps totalement vidé de tout ce qu'il contient, des organes, des muscles, des tendons, de la peau. Et tout notre squelette est totalement à nu. Nos os sont totalement blancs, nettoyés. Et le phénomène ne s'arrête pas là. Il attaque maintenant nos os. Donc à nouveau, en partant du bas du corps, à savoir nos pieds, nos orteils, les os tombent en poussière.
ils disparaissent totalement. Et comme précédemment, le phénomène va remonter, prendre tout le pied, les tibias, remonter au niveau du genou, remonter encore, les hanches, la colonne vertébrale, la cage thoracique, les côtes, les épaules, les coudes, les vertèbres du cou, la mâchoire, tout le haut de notre crâne, nos dents. On commençait à descendre au niveau des bras, les deux coudes, arriver aux os de la main et des doigts, et tout tombe en poussière, sauf cette petite partie de la main que vous avez choisie préalablement précédemment, où il ne reste qu'une partie d'ongle et un tout petit peu d'os et de peau qui reste intacte. Donc imaginez l'entièreté de votre corps qui se désagrège, tout votre squelette tombe totalement en poussière, ne faisant plus qu'un avec la terre. Donc nous pouvons penser, il ne reste plus rien de nous. La poussière est retournée à la terre. À nouveau, regardons ce qui s'élève à cette pensée, on pourrait presque dire à cette certitude. Qu'est-ce qui s'élève dans notre esprit, dans notre conscience, et comment ça s'élève dans notre corps qu'on vient de dissoudre? Maintenant, à partir de cette fameuse parcelle d'ongles d'une des deux mains de l'index, nous allons penser qu'à nouveau, le squelette commence à apparaître, aussitôt recouvert de la chair, des muscles, des tendons, de la peau, des petits poils. Et comme ça, petit à petit, nous allons comme reconstituer entièrement notre corps, en partant donc d'une des deux mains, remontons vers le coude, remontons vers les épaules, s'allongeant, faisons la poitrine, les côtes, remontant vers la mâchoire, les cervicales, tout le crâne, passant dans l'autre main, donc celle que vous n'avez pas choisie. Descendons au niveau des épaules, des coudes, et faisant la main. Et en même temps, le tronc va commencer à apparaître, les côtes, les poumons, les vertèbres, et on descend comme ça jusqu'à revenir au niveau de nos orteils. Je vous laisse un temps pour imaginer et visualiser tout cela.
Maintenant, nous pouvons penser que notre corps est entièrement reconstitué, que la vie circule à nouveau en lui, notre respiration reprend, alors elle avait cessé de fait, et que nous sommes ici et maintenant, et apprécier la chance que nous avons d'être encore en vie. Voilà, la méditation analytique guidée touche à sa fin. Et c'est normalement à ce moment-là où je dis, est-ce que certains parmi vous, en présence ou en Zoom, ont envie de partager ce qu'ils ont vécu sur leur expérience, envie de poser des questions, ou vous voulez garder ça intérieurement. Donc c'est là où je me tais en gros. Donc rappel pour ceux qui sont sur Zoom, si vous voulez prendre la parole, allumez votre micro et parlez. Bon, c'est Roger là qui parle. Oui. Oui, moi j'ai eu quelques difficultés à me mettre dans la situation, en particulier sur les objets inanimés, surtout que finalement il fallait imaginer nos ressentis par rapport à la disparition, à l'impermanence de chaque objet qu'on pouvait imaginer. Euh, Même quand on est arrivé au portable, qui est un objet, c'est vrai, qui est un peu auquel on s'attache un peu plus avec force qu'un stylo, par exemple. Et puis quand est arrivé le moment de se concentrer sur euh, les humains, enfin, les phénomènes, euh, oui, les humains en particulier, et bien là, comment dirais-je, j'ai eu du mal aussi à imaginer, parce qu'en fait, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai un collègue, un collègue qui est décédé, et j'ai pu effectivement me faire une idée puisque je venais de vivre l'émotion, pas plus tard qu'à 1 heure de l'après-midi. Mais sinon, que ce soit l'ennemi ou le membre de la famille, euh, comment dirais-je, l'ennemi, j'ai eu du mal. Alors d'abord, j'ai cherché qui c'est que j'avais comme ennemi. J'ai essayé d'en trouver un. Donc, j'en ai imaginé des ennemis décédés, enfin, de la limite que je n'ai même pas connue. J'ai essayé de fabriquer un ennemi. Et là, je ne suis pas arrivé à trouver véritablement une émotion de joie ou de haine. C'était plutôt neutre. Voilà. Et pour ce qui concerne la famille, les proches, c'est pareil. J'ai eu du mal à me projeter dans une situation, dans une émotion réelle. J'ai trouvé que l'exercice n'était pas aussi évident que ça. Voilà. Et vous avez oublié le dernier? Ben, le dernier, j'ai vu tout simplement la disparition de l'illusion de, de la personne, de l'illusion. Voilà, et ça m'a pas véritablement non plus
Alors, je verrai le moment venu, mais Oui. ça m'a pas perturbé plus que ça. J'ai vu plus la disparition de l'illusion de ma petite personne, quoi. Voilà, c'est la fin d'une illusion. J'ai vu comme ça. Et le début d'une autre. Et le début d'une autre, probablement. Tout à fait. Merci. Merci pour le partage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Oui, donc je suis Chantal. Oui, bonjour Chantal. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire. Donc, j'ai pas regardé le prénom. C'est pas très grave. Le monsieur d'avant, ça ira. Ça ira le monsieur d'avant, d'accord. Parce que enfin, c'est pas évident de se projeter enfin, en ce qui me concerne en tout cas, dans quelque chose qui n'est pas ma réalité. Mais est-ce que par rapport à votre expérience, ce sont des choses à partir du moment, enfin, le bon côté des choses, c'est que j'ai complètement lâché prise parce que je me suis laissé porter par votre voix et en essayant d'imaginer. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question d'expérience sur la durée, de réussir à ressentir des choses qui ne sont pas dans l'instant présent? Ben, c'est en fait se projeter un peu sur ce qui va certainement arriver. Ben, donc, je ne suis pas prête. Comment dire? En fait, comme bien souvent dans les méditations bouddhistes, quelles qu'elles soient, aussi simples ou aussi compliquées qu'elles peuvent l'être, il n'y a pas de résultat escompté. Enfin, mis à part atteindre l'éveil, mais bon, Oui. on va viser un petit peu plus bas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais résultat. Il y a le résultat qui s'élève. Et dans cet exercice, c'est juste d'essayer. Donc, on commence à dessein par des choses un peu futiles, des objets voilà, du quotidien. Bon, voilà, il est là, il n'y est pas là, c'est pas grave. Tiens, j'avais un couteau hier, tiens, j'ai pas le même aujourd'hui. Bon, ok, on va pas en faire une maladie. Et puis, on commence à monter sur des choses auxquelles on est attaché. Bon, j'ai pris, mais c'est un exemple. Après, c'est à tout à chacun de trouver l'exemple qui lui convient. Pour les objets auxquels on est attaché, le portable, sachant que encore une fois, c'est plus le portable en tant qu'objet usuel que le portable, ce portable-là, là, celui-là. Si je le casse, je vais en acheter un autre, c'est pas très très grave. Ça va me coûter le prix d'un portable, mais je pense que je vais retrouver toutes les mêmes fonctionnalités. Et en plus, j'en achèterai un tout nouveau. Donc, dernier modèle. Mais on peut prendre autre chose, n'importe quoi. Et là, se dire, voilà, c'est parti, c'est fini, je ne le reverrai plus. Qu'est-ce qui s'élève? Il peut ne rien s'élever, se dire, bon, en fait, voilà. Ou il peut s'élever des choses. Et le but du jeu, c'était juste de voir ça. Il n'y a rien qui s'élève ou ça s'élève. Il n'y Oui, a mais pas encore. ce qui est intéressant, pardon de vous interrompre, Oui, c'est que, oui, alors je parle pour moi évidemment, oui, forcément. je pense forcément, si je ne trouve pas mon portable, effectivement, pendant 30 secondes, il y a panique à bord. Mais là, dans la projection de quelque chose qui n'arrive pas, il ne se passe rien en fait. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de. Donc, c'est pas. Voilà, là où je rejoins la personne précédente, c'est que ce n'est pas évident de ressentir des choses qui ne sont pas dans la réalité en fait. Très bien. Mais justement, c'est un peu, comme on pourrait dire, comme se projeter sur des phénomènes qui a de fortes chances qui vont arriver et voir qu'est-ce que ça nous fait ou pas. Et après, quand c'est sur notre propre personne, normalement, il y a quand même deux ou trois trucs qui s'élèvent. Sur la fin, il y avait un peu de dégoût quand même. Hein, Il y a un peu voulu. parce que. Bon, en tout cas, merci. En fait, les dissolutions, je ne sais plus lequel livre c'est parce que l'auteur lui-même, enfin ils sont sortis à titre posthume, mais l'auteur lui-même nous conseille quand on commence à en attaquer un, de se référer à l'autre volume et de lire tel et tel passage, puis de se référer donc l'autre volume à un troisième livre qui vient juste de sortir aussi et d'aller lire tel passage qui revient au premier. Donc à un moment donné, on lit les trois volumes en même temps, ce qui fait qu'après, quand on veut en parler, c'est extrêmement difficile de nommer lequel volume est le bon. En tout cas, c'est les livres de Shama Rinpoché et c'est une méditation
qui est souvent faite pour penser à notre propre mort et justement amener aussi les dégoûts quelque part par rapport au désir lubrique, dirais-je. Mhm. C'est dans le Lojong. Merci, il y en a qui ont une bonne mémoire. Merci. Donc, c'est dans... Oui, ben, moi aussi, mais j'ai lu les trois, donc à un moment donné, je ne sais plus dans lequel je les ai lus. Au début du Lojong. Voilà, donc c'est... ça. Qui est ça? Donc, c'est pour... voilà, c'est une méditation, en fait, assez traditionnelle, qui a le double effet qui se coule, encore une fois. Le premier effet, ben, c'est de s'imaginer que ça va nous arriver. Bon, bien sûr, on n'est plus dans notre corps au moment où ça nous arrive, hein. Normalement, l'esprit a quitté le corps. Mais néanmoins, de s'imaginer, bah oui, on va finir en poussière. Donc voilà, qu'est-ce que ça fait? Ce corps, même si on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, parce qu'on voudrait qu'il soit différent, mieux, ou pas comme ci ou comme cela, mine de rien, on y est attaché, puisque c'est le seul moyen qu'on a pour l'instant, à l'heure actuelle, d'être. On est dans ce corps, on est lié à ce corps. Et quelque part, on y est attaché. Encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ne rentre pas vraiment en ligne de compte. On y est quand même attaché. Et bah là, justement, c'est le moment où on va s'en détacher. Donc, c'est un petit peu se projeter sur, voilà, c'est le moment de la mort, qu'est-ce qui se passe? Comment je vis la chose? Comment ça, là, maintenant, sachant que je ne suis pas en train de mourir, comment ça s'élève? Et en même temps, justement, je n'ai pas trop insisté sur le côté gore, si j'ose m'exprimer ainsi, parce que dans la méditation, on peut le faire un peu plus gore. Et on peut le faire justement aussi donc avec notre corps, mais aussi avec le corps de personnes que l'on désire. Donc, selon nos aspirations lubriques, dirais-je, eh bien, penser à il ou elle, le corps. Donc, voilà, si on aime les garçons, un beau garçon. Si on aime les jolies filles, une jolie fille, selon notre critère de beauté. Et puis, justement, visualiser que sous la peau, il y a les organes, la graisse, etc., les muscles et tout ça, et que c'est un peu tout ça ragoûtant. Voilà, donc c'est censé nous aider à casser quelque peu notre désir lubrique. Bon, à voir si ça fonctionne ou pas. Encore une fois, on essaye et le résultat, il est bon. S'il y a quelque chose qui s'élève, c'est bien. S'il n'y a rien qui s'élève, c'est bien aussi. Il n'y a pas de souci. Est-ce que dans la salle, il y en a qui ont envie de partager? Alors, excusez-moi de vous réveiller dans la salle. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce qui s'élève? C'est bon à constat, quoi. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait? De quoi? De ce qui s'élève. Eh bien, c'est déjà super intéressant de voir ce qui s'élève, je trouve. Selon ce qui s'élève. Moi, quand j'ai pensé aux ennemis, j'avoue que j'ai eu un petit moment de joie, de pure joie. Me dire, ah ouais, une tête de censurée en moins. Oh, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir, monsieur disait, mais moi, je n'ai pas d'ennemis. Oh, il suffit juste, à un moment donné, je dis n'importe quoi, hein, comme je dis, j'ai la faculté d'inventer les exemples en parlant. Donc, ça peut être, je ne sais pas, on fait la queue à la caisse et hop, on se fait griller par quelqu'un. Alors, il y a des moments où c'est le bon moment, où on laisse volontiers notre place, on pratique facilement le Lojong, et on dit, allez-y, passez, vous êtes pressé, pas moi. Et puis d'autres fois, ça nous énerve fortement. Ça, c'est juste quand j'ai dit ennemi, c'était personnes qui nous héritent et qui nous font pratiquer la patience. C'est pas un ennemi héréditaire depuis 57 générations où la famille d'en face, faut les massacrer jusqu'au dernier parce qu'on ne sait même plus pourquoi. Non, ça peut être juste quelqu'un qui nous hérite à un moment donné. Et si on est normalement constitué dans la journée, on en a un ou deux quand même qui apparaissent toujours dans les situations très quotidiennes de la vie. On ne sait même pas son prénom, on ne sait pas qui il est. Et après, il peut y avoir aussi, j'en ai parlé, notre chef de service qui peut être un petit peu casse-pied ou quoi. Voilà, n'importe qui. Encore une fois, c'est juste pour essayer, pour voir. Voilà. Et j'avoue, moi, ceux auxquels j'ai pensé, je me suis dit, ça va être un soulagement pour l'humanité. Voilà, mais aujourd'hui, c'était ça. Peut-être une autre fois, je vais me dire, non, là, en ce moment, je n'ai pas vraiment d'ennemis. C'est pas important, quelque part. C'est juste voir qu'est-ce qui s'élève. Et après, quand j'ai pensé aux gens qui vont disparaître, donc les neutres, bon, voilà, c'est des neutres, oui, c'est la vie, hein, c'est triste, hein, voilà. Il y a un peu d'empathie ou de fausse compassion, on pourrait dire comme ça. Et puis quand ça commence à être des êtres auxquels on est attaché, qu'on aime, comme nos parents, là, je me suis dit, voilà, là, il y a un peu de tristesse qui arrive et de se dire, ouais, quand même, le samsara, c'est bien fait pour bien te mettre les boules, quoi. Voilà, parce qu'on tombe en attachement avec des gens et on n'a peut-être pas forcément la chance de mourir avant eux.
Et le plus dur, c'est pas pour le mort, c'est pour celui qui reste, parce qu'il faut apprendre à faire son deuil. Et là, ça m'a réaffermi dans mon idée de quitter le samsara. Voilà. Mais c'est moi, après, c'est pas important. C'est mon expérience. Après, chacun vit l'expérience comme il l'a vécu. Et puis après, j'ai l'habitude de blaguer quand le moment de la mort, j'ai l'habitude de dire, ça, c'est l'examen final pour les bouddhistes. Nous, on a des bacs blancs comme ça, où justement on réfléchit. Moi, ça m'arrive de dire, là maintenant, tac, là, tu meurs. T'es prêt ou pas? Alors des fois, je suis assez détendu en méditation ou en train de marcher dans la forêt. Ça me prend n'importe quand. Des fois, tiens, là maintenant, là, tu meurs. Là. La dernière fois, j'étais en train de payer mon pain. Et en fait, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, la tronche de la boulangère. Quoi. Mais monsieur, ça va pas. Voilà, bon. Et puis des fois, voilà, je suis en train de méditer, tranquille, je suis assez détendu. Je me dis, là, c'est maintenant. Je me dis, ah ouais, je suis prêt. Là, ça peut m'arriver. Et puis d'autres fois, il n'y a pas 5 minutes encore. Voilà. Et le vrai examen final, le vrai, parce que ça, c'est des bacs blancs. On les passe, mais on sait qu'on n'est pas mort, en fait. Et le vrai, c'est au moment de la mort. Et si on veut savoir si on a bien pratiqué, si on est un bon méditant, c'est au moment de la mort qu'on va le savoir. Parce que justement, si on lâche et qu'on rentre dans la période de la mort et qu'on est apaisé et que pour les plus grands d'entre nous, on fait une période de toute d'âme de méditation post-mortem, là, pas de problème. On était un bon pratiquant. Si on est en train de s'accrocher à la vie, non, mais vous êtes sûr, et non, je ne veux pas mourir, et on est comme ça au moment de la mort, peut-être qu'on s'y est peut-être pas bien préparé. Et ça, il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est quand on y sera. On ne peut pas le savoir maintenant. C'est facile à imaginer, mais on ne sait pas. Et donc, de temps en temps, justement, moi j'imagine, c'est maintenant, tu es prêt? Non. Réponse, non, je crois que je vais continuer à méditer. Je crois que je suis un peu attaché à la vie. Voilà. Et c'est pas bien ou mal, c'est. Curieusement, on avait déjà fait Oui, elle est connue. sur la mort, le cadavre, tout ça. Quelque part, il y a quelque chose de. On lâche, quoi. Ça, c'est disparaître, quoi. On disparaît, c'est pas. Je trouve que la méditation sur perdre les êtres chers est beaucoup plus difficile. Il y a la rage, il y a la tristesse. Je dis, voilà, pourquoi pas nous le sentiment, pourquoi pas en finir, le sentiment d'injustice aussi. Voilà, donc ça, c'est beaucoup plus précaire. Quoi. Mais on ne choisit pas. On choisit quand même. Et là, je n'ai pas trop voulu le faire parce que je n'ai pas été trop sadique ce soir. Mais des fois, j'étais d'humeur joyeuse ce soir. Ce qui est rare parce que d'habitude, je suis extrêmement sadique quand je le fais. Et des fois, selon, quand je connais un peu mon public aussi, voilà, je dis oui, je regarde les gens et je dis oui, on a tous, on a quasiment tous des enfants. Enfin, moi, j'en ai pas, mais bon, je m'inclus quand même dans les gens. Et voilà. Et là, dans la suite normale et naturelle pensée, on pense que nos enfants vont nous survivre. On connaît tous des gens où ça a été l'inverse. Et imaginer ses propres enfants, la chair de notre chair, partir avant nous. Alors, en général, il y a des trucs qui s'élèvent. Ah, c'est insupportable. Oui. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Est-ce que ça vaut le coup de faire cette méditation? Si elle a été inventée, je pense que oui. Elle a été inventée par un courant de pensée, pas tous. Non, c'est une question. Il n'y a pas de réponse. Forcément. Mais c'est, comment dire, pour faire comme un espèce d'instantané des choses et de voir un peu qu'est-ce qui s'élève. Et il y a à voir aussi, justement, des peurs. Des peurs, mais très, très puissantes. Parce que justement, on ne veut pas que nos enfants, survivre à nos enfants. Ce n'est pas dans la logique des choses. Et on a peur de les perdre. Et je ne suis pas là pour dire, c'est pas bien, il ne faut pas s'attacher, il faut pratiquer le détachement. Pas du tout là-dessus. Moi, ce n'est pas mon optique. C'est juste de voir, oui, c'est attaché, on est attaché. Et c'est évident, on est attaché, on est des êtres humains. Et si on n'était pas attaché, on serait des robots, quoi. Ou alors on serait des Bouddhas. Bon, comme je pense qu'on n'est pas des Bouddhas, et
Et c'est aussi pour amener ça à notre regard et à notre conscience. Parce que le problème dans la plupart du temps, c'est qu'on n'est pas conscient des choses. Et quand ça nous tombe dessus, ça fait un mal de chien, passez-moi l'expression, mais on est en souffrance affreuse. Et là, ça ne veut pas dire que d'y penser, il y en a certains même, c'était carrément, moi je ne veux pas faire cet exercice-là parce que ça va me porter malheur. On me l'a sorti. Hein. Voilà, et non, c'est juste un exercice, on est assis, on est dans un temple, on est détendu, ou vous êtes chez vous face à la caméra en train de me regarder faire mon zouave, et voilà, tout va bien, on n'est pas en train de faire des souhaits, voilà, on imagine juste, et on voit qu'est-ce qui s'élève, et c'est ça pour moi qui est intéressant, c'est tout, c'est ce mouvement émotionnel, le refus d'imaginer des situations difficiles, ou au contraire de dire, bah non, ça va, que sais-je. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise, c'est juste voir qu'est-ce qui s'élève et conscientiser quelque part tout ça. Et souvent, dans les enseignements, on parle de nos attachements, de nos peurs, de nos émotions, gna 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 gna. Là, on commence à mettre en lumière. On va en imaginant, donc c'est totalement fictif. J'ai bien dit exprès les mots, on visualise, on imagine, donc on pense. On anticipe certaines situations, mais elles n'arrivent pas réellement, on est dans le virtuel. Bien, juste voir qu'est-ce qui s'élève. Et selon certaines situations, moi, dans les êtres chers, vu que je n'ai pas d'enfants, je pense toujours à mes chiens. Enfin, là, j'en ai qu'un en ce moment, mais et j'ai pensé à celui d'avant, et je me souviens, dans un des enseignements, il était venu, parce que j'avais laissé l'intelligence avec vous, KTT de Paris, hein. J'avais eu l'intelligence de garder ma porte de chambre ouverte, donc l'autre, il est arrivé, bon, vu le barouf qu'il fait, et je l'ai pris, je l'ai montré à la caméra, donc tout le monde était mort de rire et tout ça. Et j'avais dit, ce chien, j'y suis hyper attaché. Quand il va mourir, il va falloir venir me gratter sous les dessous de bras et me parler de l'impermanence et du non-attachement, parce que le mec qui me dit ça, il en prend une. Et quand il est mort, mais j'étais effondré. Il est mort dans mes bras et j'en ai chialé, quoi. Parce que j'étais attaché à lui. Et il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Je savais que normalement, un chien, ça meurt avant un humain. Et voilà, j'ai fait mon deuil et puis je peux en parler, il n'y a pas de problème. Mais justement, voilà. Et là encore, quand j'ai pensé aux êtres chers, bien sûr, j'ai pensé aux humains, mais j'ai encore pensé, là j'en ai un nouveau, et j'ai pensé à lui, quoi. Et pareil, je me suis dit, pétard, ça va être encore pas facile, ça, quand il va partir sur. Voilà. Mais en même temps, ça ne veut pas dire, mais faudrait être sans attachement, donc sans objet d'attachement. Dans ces cas-là, il faut tout plaquer, puis aller vivre dans une grotte au Tibet ou au Népal, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué le Tibet. Il y a pas mal de grottes au Népal, on doit pouvoir en aménager, ou dans les Pyrénées ou dans les Alpes, pas de problème. Mais après, est-ce qu'on a le karma pour aller vivre là-dedans? Parce que dans les grottes, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas Internet non plus. Donc, oui, accessoirement. Il y a des sangsues aussi. Oui, au Népal, oui. Ah, tu as découvert cette petite bestiole? C'est les grands preneurs. Ah, c'est affreux, ça. Hein. Non, ça va, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, ouais. Non, moi, même beaucoup. J'en ai vu plusieurs. Ouais. Ah oui, moi, j'en étais recouvert. Ah oui. Je parlais tout à l'heure, au repas. Donc, petit apartheid d'une vallée assez particulière où Milarepa est allé méditer dedans. Donc, on y est allé il y a quelques années dans cette vallée, dans sa grotte. Et puis, en fait, on s'est baladé, c'est un peu en hauteur, il y a des bois partout. Et à un moment donné, je me souviens, je m'appuie contre un tronc comme ça. Et en fait, j'en avais 3 sur les mains, quoi. Voilà. Et donc, c'était tout petits trucs comme ça. Ça aussi, ça peut être sur la méditation, sur l'ennemi qui meurt. Joie. Non, je ne veux pas que les êtres meurent. Mais voilà. Donc, c'est pas méchant, il vous enlève tout le sang mauvais. Ah, mais c'est pas que c'est méchant, en plus on ne le sent même pas, mais c'est la sensation désagréable, mais que je juge désagréable. Et encore une fois, c'est totalement individuel. Il y a des gens, ça ne va pas les gêner. Et les Népalais, ils se foutaient de nous, quoi, parce que nous, on était en tongs là-bas, parce que c'était l'été, et eux, ils étaient en bottes, quoi. Donc déjà, ça ne prend pas dans les chaussures. Ah, ils ont dû se dire, comme nous, on dit, moi, c'est pareil, ces touristes-là, ces Parisiens, eux, c'était, moi, ça, c'est Blanc-Bec, là, qui viennent en tongs dans la jungle, quoi. Il faut être un peu neuneux aussi. Hein. Voilà. Donc, maintenant, on note à moi-même, prochain coup qu'on doit aller dans la jungle au Népal, prendre des chaussures fermées et un parka entier, avec juste les 2 yeux qui passent. Voilà, bon, parenthèse fermée. Mais voilà, tout ça pour dire... eh bien, allons voir qu'est-ce qui s'élève et préparons-nous aussi à ça, parce que le fait d'y penser, quelque part,
le fait de conscientiser les choses et de porter le regard sur des choses qui, à de fortes chances, vont arriver, quelque part, mine de rien, ça nous y prépare. Et le fait, entre guillemets, d'anticiper juste comme ça, en y pensant, en imaginant les choses, on voit ce qui s'élève et en fait, il y a comme un travail qui commence à se faire. Il y avait un lama comme ça qui avait dit, mais juste le fait de porter le regard sur nos modes de fonctionnement, ça commence à les libérer. Parce que justement, avant, on ne savait pas comment on fonctionnait, donc on était ignorant de notre fonctionnement. Maintenant, en général, quand on prend conscience de notre fonctionnement, la première pensée qui vient, c'est « Oh mon Dieu, je suis comme ça, c'est affreux ». Mais le truc qu'on ne se rend pas compte en se disant « Oh mon Dieu, c'est affreux, je fonctionne comme ça, et c'est détestable, c'est un défaut, blablabli, blablabla, il va dire que je sors les violons et que… Mais en fait, on vient de le porter à notre conscience. Et quand il y aura une situation similaire où notre manière de fonctionner va se réenclencher, on sera conscient et on va la voir. Et ça créera un tout petit espace. Donc, avec la force de l'habitude, l'espace va devenir plus grand. Mais les premières fois, on aura un tout petit espace où on va se voir, comment dirais-je, comme la tendance, notre habitude de fonctionnement dont avant on n'avait pas conscience, on va la voir arriver avec ses gros chevaux. Et au début, on aura un tout petit espace, comme une espèce de fenêtre de tir, où on va, et c'est les premières fois, c'est vraiment en un ketchik, hein, c'est un instant, mais il y aura comme cet petit espace où en fait, là, on va pouvoir, en conscience, se dire, je peux lâcher, ou je saisis et je suis. Et si on peut lâcher, eh bien, on va se dire, non, je ne vais pas, parce que je sais que quand je fais ça, ça m'emmène à de la souffrance. Et là, j'ai une fenêtre de tir où je peux essayer, parce que des fois, je dis bien essayer, parce qu'il faudrait lâcher, mais des fois, on a tellement l'habitude qu'on tient. Mais on est conscient de ce mouvement. Et petit à petit, avec la force de l'habitude, cette fenêtre de tir va s'agrandir. Et on aura de plus en plus, parce que de possibilités justement de lâcher. Parce que même si on va saisir et qu'on va continuer à faire ce qu'on a l'habitude de faire dans une situation similaire, un problème donné, et qu'on va réagir avec telle ou telle émotion qui va donner de la souffrance in fine, eh bien, comme on est conscient par rapport à avant où on n'était pas conscient, où on était justement ignorant de notre manière d'être et de fonctionner, là on en est conscient, eh bien on voit le phénomène et comme on est conscient, on voit comment on fait, on se voit en train de le faire et on se dit mais c'est vraiment, je suis vraiment une tête de mule et c'est vraiment pas la bonne solution. Et petit à petit, le fait de voir ça, d'être conscient de, entre guillemets, mal agir, la fois d'après, la fenêtre de tir sera un peu plus grande, et encore un peu plus grande, et encore un peu plus grande, jusqu'à un moment donné où on pourra être à même de facilement lâcher et de totalement laisser aller notre mauvaise, entre guillemets, mauvaise. Hein. D'un point de vue bouddhiste, ce n'est pas une espèce de moralité, c'est est-ce que ça va emmener de la souffrance ou est-ce qu'au contraire, ça va aller vers plus de liberté, plus de bonheur. C'est là la bonne manière ou la mauvaise manière. Et donc, justement, on sera à même de lâcher notre mauvaise manière qui va emmener de la souffrance à nous-mêmes et à autrui pour prendre une autre voie qu'on ne connaîtra peut-être pas forcément vu qu'on n'a pas l'habitude de prendre ce chemin-là. Mais ce chemin-là, eh bien, on va le découvrir. On sera peut-être un peu gauche, comme on dit chez moi, peut-être un peu maladroit, mais on va apprendre et justement, ça sera, là, on va se retrouver, comme on disait tout à l'heure, dans la jungle japonaise. La jungle népalaise. Avant, on était justement sur nos autoroutes tendancielles. Hein, on avait l'habitude de faire comme ça, voilà, quel que soit le stimuli et la situation. Et là, on va sortir de notre habitude de fonctionnement et on va aller explorer les petits chemins de campagne du Népal avec les petites sangsues qui nous tombent dessus et qui nous sucent notre sang. Et au début, c'est déstabilisant. Mais il n'y a pas de problème. Petit à petit, on trouvera le chemin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Là, le sujet, c'est la peur. Oui. Donc, on a médité sur la peur de la mort. Oui. J'avais déjà auparavant médité sur la mort, mais avec, je ne sais pas si vous connaissez, avec des bols, avec des différents bols, on met les organes. Alors, mais voilà, tout ce qu'on est attaché, les beaux cheveux, les beaux yeux, les belles dents, enfin, les organes qu'on est bien attachés. Après, on les met dans le bol, et puis les organes, le cœur, enfin, la peau, dans un bol, les os dans un bol, enfin, tout ça. Et après, on dit à quelqu'un,
quelqu'un vient, dit, mais c'est quoi ça? Puis on leur dit, bah, ça, c'est les organes, ça. Et puis, après, c'est. Donc, voilà, j'avais médité là-dessus. Et là, par rapport à la suggestion, c'était. Moi, j'arrive vraiment à ressentir. C'est quand même à bien ressentir. Et au début, c'était un peu ragoûtant, tout ça. Puis après, ça allait mieux. Et là, avec la méditation, je n'ai pas l'habitude. C'est plus. Alors, je vais mourir, je ne sais pas mourir. C'est plus dégoûtant de voir que bon, tout se détériore. Bon, quand est-ce que ça va arriver là? Le processus, c'était vraiment plus ça, le questionnement. Je vais mourir comme ça. Finalement, les bols, c'était plus sympa. Enfin, c'était drôle. Et à la fois, puis, par contre, du coup, là, j'ai senti la peur. Alors que de voir les organes, et puis ce processus-là, c'était moins dans la peur, c'était plus dans le dégoût. Alors que là, c'était la peur, c'était une sensation de froid, de vieillissement, de rétrécissement, et c'était la peur en fait, la peur de mourir dans un décomposition, mais avec petit à petit, de voir par les pieds, enfin bon, bref, c'était un peu bizarre. Donc, après, il y avait des méditations justement avec les bols, c'était, à un moment donné, c'était plus paisible, parce que j'ai déjà perdu mon père, une personne importante, j'ai vraiment fait le deuil, plus le deuil. Au début, pas du tout, mais ça m'a pris des années, puis après, c'est un long processus, le deuil. Très long processus. Et petit à petit, ça a permis d'accepter plus. Je me dis, mais au départ, de toute façon, qui c'est qui va mourir, je ne pourrais pas avoir plus de peine que quand c'était à ce moment-là, quand mon père était mort, quand c'était mon grand-père qui m'avait élevé. Enfin, bon, donc du coup, je me dis, mais qui d'autre à ce moment-là? C'était personne d'autre, donc pour moi, à ce moment-là. Donc du coup, ça a été un processus extrêmement long d'accepter justement de quoi on est attaché. Aujourd'hui, tous les objets, finalement, les personnes, par contre, bizarrement, c'était les objets d'attachement, c'était plus voilà, ce que je considère qui met à l'éveil, les objets de pratique, des choses comme ça, bizarrement. Donc, voilà, c'est un peu pour. Et du coup, par rapport à la peur, ce que vous avez dit là, comment on peut justement cette peur primordiale, la peur de mourir, par rapport aux autres peurs de la vie, ou moindre, qui est complètement à côté. Je me dis, si je suis pratique, j'ai déjà migré la peur de mourir, puis après les peurs beaucoup plus bêtes, et c'est la physiologie qui se met en route. Bon, voilà, il y a une peur, qu'est-ce que je fais, quelle situation? La peur, elle est là. Oui. Prendre la distance. Et ça, c'est demain soir. Ok. Des pistes sur comment on peut travailler avec les peurs quand elles sont là, comment la méditation peut nous aider à travailler pour transformer, et comment dire, pas forcément pour arrêter les peurs, peut-être que ça arrivera, mais comment prendre en fait les peurs comme une voie d'éveil et avancer vers l'éveil. Et ça sera demain soir. Excusez-moi, j'ai juste une question par rapport à demain soir. Est-ce qu'on réutilise le même lien ou je dois refaire une demande? Non, c'est le même lien. C'est écrit en fait dans le mail. C'est écrit dans le mail, on me dit à l'oreille. Bon, je n'ai pas lu jusqu'au bout comme d'habitude. Voilà. Je répète pas tout ce qu'on me dit à l'oreille. Mais ils entendent. Mais on se casse la tête à faire des bébés. Donc,
Nous avons légèrement dépassé l'heure, mais comme on n'était pas tout à fait à l'heure, tout va bien. Si vous le souhaitez, c'est une formule de politesse, nous allons dédier. Donc, si vous connaissez comme hier les paroles, eh bien, vous me suivez. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez juste penser avec vos mots à vous. Par exemple, je dédie le bienfait accumulé dans cette séance de méditation pour le bienfait de tous les êtres. Et je vous dis à demain, donc, soit en présentiel, soit par Zoom, sur le même canal. Ben oui. Nam diye danche zipa nye to nye nyembe dranam bajene gega na che bala to ba ye sebe sole deva chue jambe baba jita gemba to engendo sampo de yam de chinte Deda genge jesu dalo jenge vati ratanje rato nu sange goso nyebe jilatan denye mekyo dembe jilatan gende meche dembe jilagi jitanowa melandro pancho. Merci à tous, bonne soirée et à demain pour ceux qui seront là.